bienvenue à ce webinaire sur l'étiquetage des vins avec les déclarations nutritionnelles et liste des ingrédients. Je m'appelle Stéphane Laguerre, je suis le directeur général de Nopia, dont je vous parlerai juste après. Mais juste en quelques mots, donc dans ce webinaire, il y a deux parties. Une première partie consistera à vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a fait auprès des consommateurs sur la perception de l'étiquetage des vins et notamment de la liste des ingrédients. Et dans la seconde partie, on abordera plutôt le contexte réglementaire et sa mise en place, en application, en essayant de vous présenter l'état des connaissances qu'on a sur les futures règles d'étiquetage à venir. Donc en quelques mots, Enopia, c'est une association qui a été créée il y a 14 ans maintenant par des entreprises qui sont spécialisées dans la production et ou la distribution de produits œnologiques. Et donc cette association a été créée avec un but divers, le premier était de représenter la filière pour pouvoir avoir une voix en tant que producteur de produits œnologiques, de participer aux réflexions sur l'évolution des pratiques de vinification en apportant toute l'expertise scientifique qu'on pouvait avoir sur le sujet et de contribuer également à tout ce qui était dynamique d'innovation du secteur en participant à toutes les études liées à la qualité du vin. Donc à l'heure actuelle, l'association compte 21 membres, dont le groupe Lafort, et 2 membres consultatifs qui sont l'association des producteurs de levure au niveau européen et également une association de fournisseurs de la filière aux États-Unis. Donc en quelques mots, pour le travail de Nopia, en fait, on a essayé de développer tout un réseau et donc on est membre observateur de l'OIV, donc qui est l'organisme international de la vigne et du vin et qui a pour but de fixer les règles de base pour tout ce qui est pratique vitivinicole. Donc on est également membre du Codex Alimentarius, donc qui va être aussi lié à l'autorisation des additifs. On est inscrit sur le registre de transparence de l'Union européenne et on a des interactions avec les différents acteurs du secteur vin, donc tant au niveau européen avec le Comité européen des entreprises vins, au niveau international avec la FIFS, Fédération internationale des vins spiritueux, mais aussi au niveau local avec notamment toutes les associations d'œnologues, dont les œnologues de France ou les œnologues italiens et autres. Donc la première partie, comme je vous le disais, va concerner la perception du consommateur. Donc quand on prend le contexte, en fait, en marge de toute la rédaction de cette réglementation liée à l'étiquetage du vin, on a lancé en 2021 une enquête qui visait à comprendre l'impact de l'étiquetage, de la liste des ingrédients sur le consommateur. Donc on avait 4 objectifs principaux: évaluer les connaissances œnologiques du consommateur dans un premier temps. Deuxièmement, évaluer l'impact de l'étiquetage de les ingrédients, en fait, quel que soit le type de liste qu'on pouvait présenter, sur l'intention d'achat et sur l'image du vin que ça pouvait lui conférer. On a ensuite estimé l'acceptabilité d'une liste d'ingrédients en fonction des types d'ingrédients qu'on pouvait présenter. Et enfin, on a mesuré précisément le niveau d'acceptabilité de la liste d'ingrédients et notamment des additifs ciblés en œnologie. Donc, pour cette enquête, on s'est rapproché de Wide Intelligence, qui est donc une société spécialisée dans tout ce qui est enquête autour du vin, et on a donc lancé une enquête en ligne sur 10 pays, donc l'Europe bien sûr, avec l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, la Suède et le Royaume-Uni, mais également le Japon, la Russie, l'Australie et les États-Unis. On s'est focalisé sur des hommes et des femmes répartis uniformément dans les classes d'âge, et avec le critère en fait qui caractérise ce type d'enquête, c'est que pour être considéré comme un consommateur régulier de vin, il faut consommer du vin au moins une fois par mois. Et donc grâce à cette enquête, on a collecté 11 533 réponses, donc qui nous a permis d'obtenir une représentativité de plus de 262 millions de consommateurs de vin, donc une enquête vraiment assez représentative au niveau mondial. Donc dans cette enquête, on a évalué plusieurs aspects, et la première, c'est qu'on a donné des affirmations et on a demandé en fait au consommateur s'il était en accord avec ces affirmations, en désaccord ou plutôt sans avis ou neutre. Donc la première partie concernait la présence des additifs dans le vin, et donc avec 2 affirmations. La première, c'est le vin est un produit nature exempt d'additifs. Là, on s'aperçoit qu'on a donc 40%, une bonne partie des gens qui est d'accord avec cette affirmation, 19%, toujours une autre partie qui va plutôt être en désaccord, et 41% des gens qui sont plutôt sans avis, sont neutres. De la même façon, quand on dit que la plupart des vins contiennent des additifs,
Là, on a quasiment la moitié, 47% des personnes sondées qui sont d'accord avec cette affirmation, toujours des gens qui ne sont pas d'accord, et encore là, une grande incertitude puisqu'on a plus de 40% des gens qui sont sans avis sur cette affirmation. Ensuite, quand on s'intéresse à l'utilité des additifs et qu'on affirme que l'utilisation d'additifs pendant la vinification va contribuer à maintenir l'intégrité et la qualité du vin, on a un tiers des gens, donc précisément 32% des gens qui sont d'accord, 15% en désaccord, mais là, pour le coup, plus de 50% des gens qui sont sans avis, neutre. Ça veut dire qu'on a vraiment un manque de connaissance du consommateur, il ne sait pas quoi dire du fait qu'un vin va contenir ou pas des additifs. Pour la suite de ces questions, on s'est intéressé à la qualité, la perception de la qualité. Et donc, quand on affirme que les producteurs de vins de grande qualité n'ont pas besoin d'utiliser des additifs, on a 59% des gens qui sont en accord avec ça. C'est un résultat, je dirais, assez attendu. Donc, une petite partie en désaccord toujours. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que quand on leur dit que seuls les vins peu qualitatifs contiennent des additifs, on n'a que 26% des gens qui sont d'accord avec cette affirmation. Ce qui veut dire que même si le consommateur a conscience que les grands vins n'ont pas besoin d'additifs, en revanche, ça ne veut pas dire que tous les vins qui utilisent des additifs sont des vins peu qualitatifs. Autre série de questions sur la santé. Quand on affirme qu'un vin qui contient des additifs n'est pas bon pour la santé, on a 42% des gens qui sont en accord avec ça, mais la majorité, donc 47%, qui sont sans avis. Donc ils ne savent pas interpréter l'impact sur la santé d'un additif dans le vin. Enfin, dans cette dernière série, une petite question a été faite par rapport aux vins biologiques. Et là, quand on affirme que les vins biologiques sont exempts de tout additif, y compris les conservateurs tels que les sulfites, pour le coup, on a une réponse positive assez massive, c'est qu'on a 66% des gens qui sont d'accord avec cette affirmation et donc qui considèrent que les vins biologiques sont exempts de tout additif. Donc quand même, un sujet important à suivre. Donc après cette série de questions, on a évalué l'impact d'un étiquetage dans le cas d'un vin qu'on connaît, qu'on apprécie, qu'on a l'habitude d'acheter. Donc pour cela, on a présenté 3 scénarios aux personnes. Le scénario un peu classique, avec contient des sulfites uniquement en termes d'affichage, un scénario avec une courte liste d'ingrédients, et un 3e scénario avec une longue liste d'ingrédients. Et donc on a demandé aux personnes sondées, est-ce que ça changeait leur opinion sur le vin, est-ce que ça pouvait impacter leur intention d'acheter ce vin, et donc est-ce que c'était en lien avec l'image du vin par rapport à la contre-étiquette, est-ce que ça avait un réel impact? Donc quand on regarde ça, quand on prend la moyenne des 3 scénarios, c'est-à-dire quand on explique aux gens qu'on cible une liste d'ingrédients, on voit qu'on a finalement, pour une personne sur 2, ça ne change pas ou peu l'avis qu'ils ont sur l'image du vin, sur la perception. Qui est une liste d'ingrédients, ça ne change pas grand-chose en moyenne. De la même façon, on voit qu'on a 62% des gens qui vont continuer à acheter ce vin-là, ça ne change pas leur avis sur le vin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse aux 3 différents scénarios avec les résultats séparés, donc contient sulfite, courte liste ou longue liste, là, on a des choses un peu différentes. C'est que par rapport à la moyenne, dans ce cas-là, par exemple, sur 46% des gens pour lesquels ça ne change pas ou peu leur avis sur le vin, on s'aperçoit qu'on a une acceptabilité plus importante de la courte liste d'ingrédients puisque c'est significatif. On a 51% des gens qui vont préférer la courte liste d'ingrédients par rapport à la moyenne et également par rapport à la mention uniquement contient des sulfites. De la même façon, on a aussi une augmentation du pourcentage de gens qui achèteraient sûrement ou probablement le vin. Donc 2 hypothèses par rapport à ces résultats. La première, en fait, c'est qu'en donnant de l'information et en affichant cette courte liste d'ingrédients, on augmente la transparence, on donne de l'information au consommateur, donc il est rassuré, et donc il a tendance à mieux accepter d'avoir une courte liste d'ingrédients. Une autre hypothèse également est que en affichant cette liste qui intègre les sulfites, on dilue un peu, on va dire, l'importance de ces sulfites sur l'étiquette, et donc sachant que c'est des composés qui ont toujours eu du mal à être bien acceptés par le consommateur, on a tendance à diluer leur visibilité et donc leur importance sur la contre-étiquette. De la même façon, on a présenté le même type de cas, mais dans ce cas-là avec un vin inconnu que les gens ne connaissaient pas. On leur a dit, vous êtes en supermarché, vous êtes face à un rayon de vin, et donc avec la même chose, scénario 1 contient sulfite, courte liste et longue liste, avec une spécificité dans ce cas-là, c'est qu'on a adapté à chaque fois le nom du vin et les cépages à chaque pays, pour pas qu'il y ait d'influence d'un pays par rapport à un autre. Donc on a posé le même type de questions, et notamment, dans quelle mesure envisageriez-vous d'acheter ce vin?
Donc là, quand on regarde la moyenne de tous les pays, finalement, on a une personne sur deux qui va acheter les vins qui contiennent sulfite. Une légère augmentation, comme sur le vin qu'on connaissait, donc on passe à 49% pour une courte liste et on est à 46% pour une longue liste. Donc ce qui est intéressant par contre par rapport à tout ça, c'est qu'on a des comportements différents en fonction des pays. On va avoir des pays comme la France, l'Australie et dans une moindre mesure peut-être l'Espagne et le Royaume-Uni qui vont trouver qu'il y a un impact positif d'une courte, voire d'une longue liste d'ingrédients sur l'intention d'achat d'un vin qu'on ne connaît pas. À l'inverse, quand on regarde des pays en bas du tableau, comme l'Italie ou le Japon, on s'aperçoit qu'on va avoir un impact plutôt négatif d'une liste d'ingrédients et notamment d'une longue liste d'ingrédients. Quand on fait un petit focus sur les vins effervescents, puisque tout le gros de l'étude a été fait sur vin tranquille, on s'aperçoit qu'on a les mêmes types de tendances avec une intention d'achat qui tendrait à augmenter avec une courte liste d'ingrédients. Après avoir donc estimé l'impact de l'étiquetage, on a regardé l'acceptabilité des ingrédients. Et donc là, on a présenté deux types de scénarios à des personnes en leur disant, écoutez, vous êtes dans un magasin, vous voyez un vin qui vous intéresse, et donc vous avez en scénario 1 un vin qui va contenir un des additifs de cette liste. Donc par exemple, vous avez un vin qui contient de l'acide ascorbique, ou qui contient de l'acide malique, ou de l'acide métatartrique. Donc scénario 1, sans aucune information liée à cette liste. Et scénario 2, on a juste donné un petit élément d'information, c'est juste qu'on a indiqué qu'on en avait certains qui étaient, comme l'acide ascorbique, le sorbate de potassium et le DMDC, qui étaient utilisés en tant que conservateur pour le vin. Et on avait donc le reste de la liste qui était plutôt soit des stabilisants ou des régulateurs d'acidité qui avaient pour but de préserver la qualité du vin. Donc là, quand on leur a donc posé la question sans leur donner aucune information, donc pour chacun de ces ingrédients, quelle serait votre réaction ? Avec une échelle d'appréciation entre j'achèterai probablement ce vin, j'achèterai peut-être ce vin, j'hésiterai à acheter ce vin ou je ne l'achèterai probablement pas. Donc là, on s'aperçoit quand on prend la moyenne de tout pays qu'on a 28%, donc plus d'un quart des gens, qui achèteraient probablement un vin qui contient un additif de la liste. À l'inverse, on a 13% des gens, toujours une partie, qui n'achèteraient probablement pas ce vin. Par contre, ce qui est intéressant dans ces résultats, c'est qu'on a une grande partie de la population, donc 59%, qui est dans l'incertitude, qui ne le sait pas, qui achèterait peut-être le vin, qui hésiterait à acheter le vin. Donc, quand on regarde un peu les comportements par pays, on va avoir deux profils majoritaires. En haut du tableau, on va dire plutôt des pays anglo-saxons, comme le Royaume-Uni, l'Australie, les États-Unis ou la Suède, qui vont avoir l'acceptabilité la plus importante pour des vins qui contiennent un additif. À l'inverse, quand on regarde le bas du tableau, avec des pays comme l'Allemagne, la Russie, l'Espagne ou l'Italie, on va avoir le pourcentage de rejet le plus important par rapport à un vin qui contient un additif. Quand on regarde sur ces personnes sondées, quand on regarde en détaillant les ingrédients, on va voir qu'on a deux types de comportements. Pour les acides, principalement, donc acide citrique, acide ascorbique, tartrique et malique et les tanins, on va avoir donc une acceptabilité, que ce soit pour tous les marchés ou en fonction des différents pays, globalement une meilleure acceptabilité plutôt significative pour ces composés. À l'inverse, quand on regarde le reste du tableau, et notamment vers le bas du tableau, on s'aperçoit qu'on va avoir des acceptabilités moins importantes, voire des rejets de vins qui vont contenir des additifs, et notamment en bas, des additifs qui vont avoir des noms à sonorité un peu chimique. Polyaspartate de potassium, carboxyméthylcellulose, diméthylbicarbonate. Ensuite, quand on présente aux personnes sondées et qu'on pose la même question mais avec une information liée à chaque additif, donc vous vous rappelez, acide ascorbique utilisé en tant que conservateur, etc. On leur demande quelle serait leur réaction. Là, ce qui est très intéressant, c'est que pour tous les composés, on augmente en acceptabilité. C'est-à-dire que par exemple, l'acide citrique, en moyenne de tous les marchés, on était à 35% d'acceptabilité quand on ne donnait aucune information associée. Là, on va passer à 39%. Donc finalement, donner un élément d'information augmente l'acceptabilité de l'additif. Quand on regarde les différents pays, on va avoir deux résultats principaux à en sortir. Le premier, c'est que les trois conservateurs, donc acide ascorbique, sorbate de potassium et DMDC, sont ceux qui vont présenter les augmentations d'acceptabilité les plus importantes, puisqu'on va monter jusqu'à, par exemple, 16% d'acceptabilité au Royaume-Uni pour le DMDC.
Donc c'est quand même très intéressant puisque typiquement dans le cas de ce DMDC, on voyait qu'il a un nom chimique, donc c'est pas forcément le composé qui est le mieux perçu, mais dès qu'on explique que c'est un conservateur, on a vraiment une augmentation de l'acceptabilité. Ça veut dire aussi que la notion de conservation du vin, elle est bien comprise quand même par le consommateur et donc bien acceptée. En revanche, deuxième résultat à voir, c'est que même si on a certains pays plutôt anglo-saxons, comme le Royaume-Uni, l'Australie, les États-Unis ou la Suède, qui vont avoir une vraie augmentation de l'acceptabilité dès qu'on donne un peu d'éléments, ça ne va pas suffire pour tous les pays, comme le Japon, l'Allemagne, l'Espagne et la France, pour qui un petit élément d'information ne va pas être suffisant. Donc pour conclure sur cette première partie liée à la perception du consommateur, on s'aperçoit que cette enquête, elle a donné comme résultat majeur le fait qu'on n'a pas un rejet de la liste des ingrédients ou le fait d'utiliser des ingrédients et des additifs dans le vin, on est plutôt sur une notion d'incertitude. Ça veut donc dire qu'il va falloir rassurer le consommateur, à la fois en lui expliquant, puisque finalement dès qu'on donne un rôle technologique, on a une meilleure acceptabilité, donc expliquer l'intérêt d'un additif pour la qualité du vin et aussi rassurer le consommateur par rapport à la santé. Le deuxième résultat assez intéressant et un peu attendu, je dirais, c'est qu'une courte liste d'ingrédients va être préférée à une longue liste d'ingrédients, c'est assez logique. On a vu quand on n'a pas présenté tous les résultats en détail, mais on s'aperçoit souvent que quand on donne une longue liste d'ingrédients, le consommateur a tendance à l'associer vraiment à une vraie compensation d'un manque de qualité du vin. Troisième élément intéressant, c'est que la majorité des ingrédients sont plutôt bien acceptés par le consommateur, même si ceux qui sont un peu chimiques sont moins bien perçus. Et enfin, on s'aperçoit que expliquer le rôle d'un ingrédient, d'un additif, engendre une augmentation significative de son acceptation. Donc c'est vraiment là qu'on aura un rôle à jouer pour accompagner cette réglementation, c'est-à-dire qu'il faut expliquer l'intérêt et l'utilité des additifs pour permettre la meilleure acceptabilité par le consommateur final. Donc, en deuxième partie, comme je l'avais évoqué, on va évoquer le contexte réglementaire lié à l'étiquetage des vins. Donc, au départ, c'est un contexte réglementaire qui est européen, puisque fin 2021, la Commission européenne a adopté, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, a adopté donc un règlement qui rend obligatoire la communication à la fois de la déclaration nutritionnelle et de la liste des ingrédients pour toutes les boissons alcoolisées, vins aromatisés et spiritueux. On sait également que les règles d'étiquetage, en fait, ont donc depuis 2021 été étudiées et travaillées par la Commission européenne et on attend donc un acte délégué qui devrait être adopté dans les prochains mois, donc probablement en juin ou en juillet. Bon, par contre, on attend les règles, mais ce dont on est sûr, c'est que au 8 décembre 2023, il sera obligatoire de communiquer déclaration nutritionnelle et liste des ingrédients, avec une première dans le monde un peu agroalimentaire, c'est qu'il sera pour la première fois possible de faire ça par voie électronique et donc d'utiliser l'étiquetage électronique, que je vous présenterai en fin de présentation. Donc, c'est un règlement qui va être européen, bien sûr, mais qui va concerner beaucoup plus de vins, puisque la réglementation va concerner tous les vins qui sont mis sur le marché de l'Union européenne, c'est-à-dire que tous les vins qui vont venir d'Amérique du Sud ou d'ailleurs vont devoir être conformes à la réglementation européenne s'ils veulent pouvoir être commercialisés en Europe. En parallèle, on voit que de toute façon, on a de plus en plus d'articles, de blogs qui discutent, qui parlent de la naturalité des vins, qui focalisent un peu sur les additifs, et donc on est vraiment sur un sujet d'actualité. Du coup, si on prend la réglementation européenne et ce sujet des plus actuels, on s'aperçoit qu'on a de nombreux pays, et notamment dernièrement les États-Unis, qui se sont positionnés en disant qu'ils commençaient à travailler sur des règles d'étiquetage, à la fois de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle pour leurs boissons alcoolisées. Donc c'est vraiment, au final, un sujet qui, au départ, était très européen, mais qui se retrouve donc plutôt global. Donc la première partie qu'il faudra communiquer, c'est tout ce qui concerne la déclaration nutritionnelle. Donc sur l'étiquette, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il faudra donner à minima la valeur énergétique du vin exprimée avec le symbole E pour énergie et qui est plutôt compréhensible dans toutes les langues de l'Union européenne, en kilocalories ou en kilojoules pour 100 ml. Et en plus de cette valeur énergétique, il faudra donner un QR code, puisque via
affichage électronique, voie électronique, il faudra donner la déclaration nutritionnelle complète qui va inclure à la fois les matières grasses, les glucides, les protéines, les fibres, le sel, etc. Donc, à l'heure actuelle, on attend encore des précisions de la commission pour savoir s'il faudra faire ce calcul-là pour chaque vin ou si on pourra, à minima, pour tout ce qui est graisse et sel, se baser sur des tables qui ont été établies par le secteur. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est valeur énergétique sur la bouteille, déclaration nutritionnelle complète par voie électronique. Pour ce qui concerne les ingrédients, donc rapidement, on a 3 définitions qui sont importantes. La première, c'est la notion d'ingrédient, donc qui va être toute substance comprenant les additifs alimentaires qui va être utilisé dans la fabrication d'un produit, et dans notre cas, donc du vin. Il faut bien différencier l'ingrédient de l'additif alimentaire, donc qui est un des ingrédients, qui est donc une substance dont l'adjonction intentionnelle a été faite à des fins technologiques, et cet additif va rester soit sous sa forme native, soit sous forme de dérivé dans le produit final, et donc devenir un de ces composants du produit final. Et dernière définition, c'est celle d'auxiliaire technologique. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est une substance qui a été utilisée à des fins technologiques pendant le process, mais pour lequel, en fait, on aura une présence non significative ou non intentionnelle de quelques résidus dans le produit fini. Donc finalement, pour résumer, l'additif, c'est un des produits œnologiques qu'on va utiliser et qui va faire partie de la composition du vin, alors qu'un auxiliaire technologique, c'est quelque chose qu'on va utiliser durant le process, mais qui ne persistera pas dans le vin final. Donc quand on parle d'additifs en œnologie, donc qui vont être ceux qui seront directement concernés par la réglementation, on voit que parmi les 99 substances qui ont été décrites dans le Code international des pratiques œnologiques de l'OIV, on en a 23 qui sont autorisés en tant qu'additifs dans l'Union européenne pour le vin, et qui sont des conservateurs, des antioxydants comme l'acide ascorbique, toutes les formes de soufre, des régulateurs d'acidité, des stabilisants comme la gomme arabique, l'acide métatartrique, la carboxyméthylcellulose, et également des gaz d'emballage, donc argon, azote et dioxyde de carbone. Donc, quels ingrédients vont être à lister ? Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que sous réserve donc, de l'adoption finale du règlement qui est en cours de finalisation au niveau de la Commission européenne, on sait qu'on devrait avoir en étiquetage le raisin, bien sûr, le saccharose ou le mou concentré si on a dû en ajouter pendant notre process, et tous les additifs associés à leur rôle technologique tel que c'est décrit dans le règlement européen, donc le 2019-934, qui est celui lié aux pratiques œnologiques. Donc ce point-là, il est très intéressant et assez pertinent pour nous, puisqu'on a vu dans l'enquête précédente que finalement, dès qu'on associe le rôle technologique à un additif, on a une meilleure acceptabilité. Donc la réglementation converge avec la perception consommateur. On sait aussi que les ingrédients devront, lorsqu'ils représentent plus de 2% du produit fini, être énumérés dans l'ordre décroissant. Donc pour nous, c'est moyennement un sujet, puisque dans la majorité des cas, le raisin va constituer plus de 98% pardon, du produit final, donc du vin, sachant que la plupart des additifs, même si on les cumule, vont représenter en général moins de 1% du volume final. Donc ça veut dire qu'on pourra énumérer les additifs dans l'ordre que l'on choisit. On sait également que tous les auxiliaires technologiques qui ont un caractère allergène, comme l'ovalbumine par exemple, devront être mentionnés en gras dans la liste des ingrédients si on détecte sa présence dans les vins. Donc, c'est-à-dire si vous traitez à l'ovalbumine et que vous prouvez qu'il reste de l'ovalbumine de manière significative dans votre vin, il faudra le mettre dans les ingrédients. On a quand même, grâce à tout le travail qui a pu être fait par le secteur, on a 4 cas particuliers qui ont été validés, ou en tout cas qui sont en cours de validation. Le premier, c'est que toutes les formes de soufre, donc dioxyde de soufre, bêta-bisulfite, etc., pourraient être regroupées sous le terme sulfite, associé bien sûr au rôle conservateur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 conservateurs différents, si on a utilisé 3 formes de soufre différents, on n'en aura qu'une seule. Donc une liste plus courte et plus claire aussi, et en lien avec la mention contient sulfite qu'on va trouver sur la bouteille. On sait aussi que tous les gaz qui vont être utilisés lors de la mise en bouteille pourront être remplacés par
une des deux mentions ci-dessous, c'est-à-dire la première, c'est embouteiller sous atmosphère protectrice, ou alors la mise en bouteille peut être effectuée sous atmosphère protectrice. Donc c'est intéressant parce que ça évite, pour tout ce qu'on va utiliser uniquement à la mise, ça évite de rajouter sur sa liste d'ingrédients argon ou azote, et également par exemple dioxyde de carbone, qui pourrait être porté à confusion, puisque finalement on pourrait voir dans la liste des ingrédients d'un vin tranquille du dioxyde de carbone. Troisième exception ou spécificité, c'est que pour tous les vins effervescents, il sera possible de n'indiquer que liqueur de tirage ou liqueur d'expédition sans avoir à détailler tous les composants de ces liqueurs. Vous pourrez le faire si vous le voulez, mais sinon, liqueur de tirage ou liqueur d'expédition suffira sans avoir à dévoiler, je dirais, la composition des liqueurs. Et enfin, dernier point, donc, qui est encore en discussion des Européens pour être vraiment précis, c'est que théoriquement, tous les régulateurs d'acidité et les stabilisants pourraient être listés avec une mention qui sera contient, par exemple, pour la stabilité tartrique, contient acide métatartrique, carboxyméthylcellulose et ou manoprotéines de levure. Donc, ça permet, en fait, pour ceux qui vont avoir des lots issus de différents traitements, de pouvoir mixer ça dans le même, mais avec la condition qu'il faudra à minima qu'un des produits de la liste soit présent. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre en systématique tous les types de stabilisants en vous disant avec le et ou je suis tranquille. Non, il en faut à minima un de la liste qui soit présent dans le vin. Quand on s'intéresse aux vins qui seront à étiqueter, donc bien sûr, tous les vins qui sont produits et étiquetés avant le 8 décembre devraient être exemptés d'étiquetage, de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle. A l'inverse, on sait que tous les vins qui sont produits mais qui ne sont pas étiquetés au 8 décembre 2023 devront alors soit être accompagnés d'un document détaillant la liste des ingrédients quand c'est des vins qui sont transportés en vrac, soit présenter une liste d'ingrédients sur la contre-étiquette ou via étiquetage électronique lorsqu'il s'agit de vins mis en bouteille. Un point qui est encore aussi en grande discussion auprès des États membres et qui a disparu de la dernière version du règlement, c'est que il y avait cette flexibilité pour tous les vins qui ont été produits avant le 8 décembre, mais pour lesquels on n'avait pas forcément un registre fiable de la liste des ingrédients. Il y avait cette possibilité qu'ils soient mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks. Ce point-là a disparu dans la version en cours, mais beaucoup de discussions sont encore en cours à Bruxelles. Donc, pour terminer ce webinaire, un petit focus sur l'étiquetage électronique. Donc, pour rappel, donc, quand on va devoir lister tous les ingrédients, on va avoir ce type de présentation, c'est-à-dire ingrédient de point, raisin, puisque c'est le premier, c'est l'ingrédient le plus important, et ensuite, à chaque fois, donc, le rôle et le composé, c'est-à-dire régulateur d'acidité, acide L-tartrique, antioxydant, acide L-ascorbique, etc. Avec, comme vous voyez ici, les sulfites sont en gras puisque ce sont des allergènes. Donc, point important, c'est qu'à l'heure actuelle, dans la réglementation, il faudra vraiment que ça soit indiqué comme ça, c'est-à-dire le nom du produit plus son rôle technologique, l'option de pouvoir utiliser les numéros d'additifs, donc les e-numbers, n'est à l'heure actuelle pas dans la réglementation. Bon, cette liste d'ingrédients, elle pourra donc être effectuée comme on l'avait précédemment, soit physiquement sur la contre-étiquette, soit en utilisant un étiquetage électronique avec quand même deux conditions qui sont très importantes pour la Commission européenne. C'est que la première, c'est qu'il faudra éviter toute collecte ou traçage des données utilisateurs. Donc il faut une vraie confidentialité de la recherche, et également il faudra dissocier cette liste de toute autre information à finalité commerciale. Ce qui veut dire que si à l'heure actuelle vous avez déjà un QR code sur votre bouteille qui renvoie à des informations techniques ou marketing, il ne pourra pas être utilisé. Il faudra un autre QR code qui pourra être rattaché à la déclaration nutritionnelle et à la liste des ingrédients. Donc pour illustrer un peu tout ça, donc vous l'avez sûrement vu, mais depuis quelques mois, il y a plusieurs plateformes qui soit existent déjà, soit sont en cours de développement en fait, pour pouvoir concrétiser cet étiquetage électronique. J'ai fait le choix, moi, de vous présenter YouLabel, donc une plateforme qui a été développée, en fait, appuyée et supportée par le secteur vitivinicole européen, à la fois donc tout le comité européen des entreprises vins, donc qui représente toutes les associations
nationale de producteurs de vin et également l'association donc des producteurs de boissons spiritueuses. Donc depuis 2021, cette plateforme-là est en ligne. Donc je vais vous présenter en quelques slides son fonctionnement, mais globalement, ça devrait être le même type de fonctionnement, quelle que soit la plateforme que vous pourrez faire le choix d'utiliser. Donc l'intérêt de ces plateformes, il est multiple, mais bon, en termes de fonctionnement, d'abord, il va être possible de créer donc une de ces étiquettes électroniques, une de ces e-labels, dans une des langues de référence de l'Union européenne, qui en comporte à l'heure actuelle 24. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir différents types d'informations qui devront être indiquées sur l'étiquette. Donc ça va être l'identification et les caractéristiques du produit. Donc on voit ici, si c'est pas trop petit, donc le nom du produit, là c'est le choix, on a fait le choix d'un champagne, le nom du produit, son AOC, son pays, son degré, des informations sur la consommation responsable si vous le souhaitez, donc au deuxième chapitre, la liste des ingrédients, donc dans ce cas-là, ça illustre bien des exemples qu'on a vus précédemment. On va avoir raisin, conservateur dont les sulfites et liqueur d'expédition. La déclaration nutritionnelle complète, donc avec la valeur énergétique en haut et le détail des graisses, des glucides, des protéines et des sels. Il sera aussi possible d'avoir une petite partie par rapport à toutes les démarches que vous pouvez avoir en termes de durabilité. Et enfin, au fond, en bas, vous aurez la possibilité de mettre un lien vers le site un peu institutionnel de votre entreprise. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à scanner le QR code et vous verrez que vous accéderez directement donc, à cette fiche-là. Donc, l'avantage en fait, de ces plateformes électroniques, il est multiple. Le premier, c'est que c'est un support, et notamment e-label, qui va être adapté à la fois au vin aromatisé et aux boissons spiritueuses. C'est-à-dire que si vous avez différents types de produits dans votre gamme, vous pourrez utiliser le même outil. Autre point important, c'est que vu que cette plateforme a le soutien en fait des associations européennes, on peut garantir que toutes les informations seront toujours conformes aux exigences réglementaires, puisqu'il y a un suivi vraiment régulier et fréquent des évolutions. On sait aussi que l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'il y a une utilisation facilitée puisqu'il y aura des listes déroulantes, des menus déroulants pour chaque champ à remplir. Vous n'aurez rien à inventer, tout sera qu'une question de choix. En plus, donc, vous pourrez choisir les langues qui sont disponibles via la plateforme, c'est-à-dire que vous pourrez faire le choix, si vous l'avez édité en français, de la communiquer qu'en français ou de la communiquer dans plusieurs, voire la totalité des 24 langues de l'Union européenne. La traduction sera automatique. Donc c'est un point important parce que dans la réglementation actuelle, il y a une phrase qui dit que l'information, elle doit être accessible dans une langue facilement compréhensible par le consommateur. C'est-à-dire qu'on est un peu sur du flou, mais on n'est pas certain que, par exemple, si vous la faites uniquement en anglais, ça pourra suffire à tous les pays de l'Union européenne. Peut-être qu'il faudra adapter la langue pour chaque pays. Donc l'intérêt de la plateforme, c'est que avec un seul QR code, finalement en géolocalisation, chaque personne l'aura avec la langue de son pays. Donc pour terminer, je vous ai présenté là quelques étiquettes en fait qui sont issues d'un groupe pilote en fait, de gros groupes qui dès 2021 ont joué le jeu de mettre leur QR code sur les bouteilles. Et donc si vous scannez les différents QR codes, vous aurez accès aux informations liées à tous ces types de vins et vous verrez que vous pourrez également choisir la langue qui vous intéresse. Voilà, j'en ai fini pour ce webinaire. J'espère que j'étais assez clair. Je vous ai laissé mes coordonnées si besoin et puis je vous remercie de votre attention.